Nouveau journal sur RTI1, mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. Audience à la présidence de la République ce jour. Le chef de l'État recevait l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et le vice-président de la Sierra Leone. Avec ce dernier, Alassane Ouattara a échangé sur le projet régional d'interconnexion des réseaux électriques visant à établir un marché d'électricité dynamique dans la sous-région ouest-africaine. En Côte d'Ivoire, 3 régions, le Béquet, le Hambol et le Tchologo, bénéficient d'investissements pour l'amélioration des infrastructures routières, des travaux financés par le gouvernement ivoirien à coût de 250 milliards de francs CFA. Nous le voyons dans ce journal. Et puis le forum Chine-Afrique qui se tient en ce moment à Dakar. Les gouvernements africains souhaitent changer la donne en ce qui concerne la relation commerciale avec la Chine, des requêtes que le président chinois dit avoir entendues. Bienvenue dans ce 23h. Agenda aux couleurs de la coopération ce mardi au Palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé successivement avec l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et le vice-président de la Sierra Leone. Le diplomate nippon, qui est en fin de mission de notre pays, a évoqué lors de cet entretien la promotion des investissements privés japonais en Côte d'Ivoire. Et avec le vice-président de la Sierra Leone, l'entretien a porté sur la perspective d'établir un marché d'électricité dynamique dans la sous-région ouest-africaine. On voit tout cela dans ce compte-rendu de Awa Touré. L'intégration sous-régionale, le projet d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée en est la parfaite illustration. Conduite par Côte d'Ivoire Énergie, ce projet vise à établir un marché d'électricité dynamique dans la sous-région ouest-africaine et à sécuriser l'approvisionnement en électricité des pays concernés. Le vice-président sierra-léonais Mohamed Julde Diallo, au nom du président Julius Maada Bio, a remercié le président de la République Alassane Ouattara pour la matérialisation de ce projet avant de saluer son leadership en matière d'intégration africaine. Le projet Transco CLSG, ce projet qui lie Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone et Guinée, ça nous permettra d'avoir d'ici quelques années 26 mégawatts. Là, on va commencer avec 10 mégawatts qui va progressivement aller sur 27 mégawatts. Et ça va nous permettre, en tant que pays Sierra Leone, pour électrifier la zone sud-est de Sierra Leone, ça c'est la zone minière. Avec ces genres de projets, ça va aider la Sierra Leone à développer une sorte de capacité nationale pour la production, aider les moins petites entreprises et aussi améliorer la vie des Sierra Leonais. En fin de mission, l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire est venu faire ses adieux au chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour le diplomate nippon de faire avec lui le point sur les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, notamment dans les domaines de la santé, des infrastructures routières et de l'électricité. J'ai abordé le bilan de la coopération du développement en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs projets qui sont en train et bientôt commencer. Par exemple, la phase 2 de la construction de l'échangeur Amitié Ivoire-Japonais et puis la construction de 3 échangeurs sur boulevard François Mitterrand. Et en ce qui concerne le projet de renforcement de réseau électrique sera bientôt entamé. L'ambassadeur Kuriamitsu Hideaki s'est par ailleurs réjoui de l'entrée en vigueur de l'accord de promotion et de protection des investissements privés ainsi que la création du comité d'aménagement et d'amélioration du climat des affaires. Revenons sur l'électricité produite en Côte d'Ivoire. Nos voisins en ont besoin. Un déficit qui trouve sa solution en la mise en œuvre du projet d'interconnexion des réseaux électriques haute tension de 225 kV qui lie la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Et à ce propos, la Guinée a signé ce jour avec la Côte d'Ivoire un contrat d'achat d'énergie. La Côte d'Ivoire fournira donc pendant une période de 3 ans renouvelable de l'électricité à la Guinée. Les images de la signature de ce contrat avec les autorités ivoiriennes sont commentées par Jean-Luc Bambo.
Par cette signature de contrat d'achat d'énergie, la Guinée fait son entrée dans le cercle des pays approvisionnés par la Côte d'Ivoire en électricité. Cette année, la Côte d'Ivoire doit fournir 11 MW à la Guinée, la même quantité en 2022 et en 2023, soit 84 gigawatts par an. La Côte d'Ivoire, dont la capacité de production a connu une augmentation de 60% durant la dernière décennie, renforce ainsi un peu plus son ambition d'être le hub énergétique de la sous-région ouest-africaine. C'est une joie pour la Guinée, un espoir pour nos populations aussi reculées que la ville de Zérékoré, d'accéder enfin à une électricité de qualité et en quantité. L'intégration sous-régionale est possible à travers l'interconnexion électrique de nos pays. Si cette signature s'inscrit dans le cadre du projet d'interconnexion électrique dans la CEDEAO, pour le gouvernement ivoirien, il s'agit d'une marque de confiance de la part de l'État guinéen en la Côte d'Ivoire. Une partie de l'électricité distribuée dans la République de la Guinée proviendra de la Côte d'Ivoire. C'est donc une partie de la souveraineté de cet État que les hauts responsables de la République de Guinée nous accordent. C'est donc la preuve d'une grande confiance. La Côte d'Ivoire exporte un peu plus de 11% de sa production d'électricité. Les pays qui s'approvisionnent en Côte d'Ivoire sont le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Mali. Demain, le président sud-africain Cyril Ramaphosa entame une visite officielle en Côte d'Ivoire. Ce sera l'occasion pour les deux nations africaines de renforcer leur coopération bilatérale initiée par les présidents Félix Houphouët-Boigny et Nelson Mandela. C'était dans les années 90 et tout porte à croire qu'un point d'honneur sera accordé aux relations économiques. Fort des progrès économiques enregistrés ces dernières années, la Côte d'Ivoire entend bien s'inspirer du modèle de développement sud-africain qui demeure à ce jour le seul pays africain à figurer parmi les 20 premières puissances économiques mondiales. Ce soir, je vous propose de faire le point de la coopération Côte d'Ivoire-Afrique du Sud dans cet élément que propose Mahama Traoré. Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. Les sillons de la coopération ont été tracés par deux grandes figures politiques du continent, feu les présidents Félix Houphouët-Boigny et Nelson Mandela. Alassane Ouattara était alors Premier ministre de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui président de la République, il entend revitaliser les relations diplomatiques établies avec la nation arc-en-ciel depuis le 21 mai 1992. Une vision que partage son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa en fonction depuis le 14 février 2018. Entre les deux pays, aucun visa n'est requis pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service pour un séjour n'excédant pas 30 jours. Il existe aussi une convention de coopération pour la gestion technique du parc animalier d'Abo-Kwamekro, signée le 26 juillet 1990. Mais il faut aller plus loin. C'est d'ailleurs pourquoi Abidjan a abrité en octobre dernier la première session de la Grande Commission mixte Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. Sur le plan économique, le volume des échanges s'est situé à plus de 370 milliards de francs CFA en 2020 contre 291 milliards en 2019. Il est à noter aussi la présence d'entreprises sud-africaines dans les secteurs ivoiriens des mines, des banques et de la téléphonie mobile. Mais ces chiffres sont bien en deçà du potentiel respectif des deux pays, l'Afrique du Sud étant le seul pays africain membre du G20, le groupe des 20 premières économies mondiales, et la Côte d'Ivoire, un pays qui enchaîne les performances économiques ces 10 dernières années. La visite officielle de Cyril Ramaphosa à Abidjan s'annonce donc prometteuse pour l'avenir des relations ivoiro-sud-africaine. Voilà une visite officielle que vous pourrez suivre sur nos antennes. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a apporté cet après-midi son parrainage au lancement de la campagne des villes et communes de Côte d'Ivoire sans enfants en situation de rue. C'est une initiative du réseau des femmes élues locales de Côte d'Ivoire, le REFELA Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC et le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le reportage complet dans nos éditions prochaines.
L'année 2021 sonne ses dernières heures dans exactement 31 jours. Une fin qui marque aussi la fin de la validité des cartes nationales d'identité éditées en 2009. Plus que quelques semaines donc pour se faire enrôler pour sa nouvelle pièce d'identité. L'ONESI a pris des dispositions pour recevoir tous ses demandeurs particuliers, Souleymane Donisongou et Godefroy Okambawa. Après plusieurs reports, la validité des cartes nationales d'identité émises en 2009 arrive à son terme le 31 décembre 2021. Le 1er janvier 2022, les détenteurs de ces cartes d'identité ne pourront plus les utiliser. Le directeur général de l'ONESI les invite à se faire enrôler pour l'obtention de la nouvelle carte d'identité biométrique. À un mois de l'échéance du 31 décembre 2021, je lance un appel à tous les Ivoiriens à se rendre dès maintenant dans les centres de l'ONESI pour se faire enrôler, mais également pour ceux d'entre eux dont les demandes n'ont pas débouché sur la production des titres, je les invite à se rendre dans le centre le plus proche ou d'appeler notre call center au 1340 afin de s'enquérir du statut de leur demande. Évitez les files d'attente, faites-vous enrôler maintenant. Sitioni Kafana revient sur les spécificités et avantages de la nouvelle carte d'identité biométrique. Cette CNI comporte pour la première fois un numéro national d'identification qui est exigé dans l'accomplissement des actes de la vie civile, conformément au décret 2019-462 du 22 mai 2019. Par exemple, ce numéro sera exigé progressivement pour l'obtention des permis de conduire, pour tout abonnement, CIE, SODECI, l'ouverture d'un compte bancaire, etc. La nouvelle CNI facilitera également l'accès à plusieurs services électroniques. Le directeur général de l'ONESI tient à rassurer les populations. Sa structure est prête à accueillir l'ensemble des requérants et de traiter leurs dossiers dans les délais pour la production de nouvelles cartes d'identité biométriques. Voilà, l'appel est donc lancé. Faites-vous enrôler dès maintenant pour obtenir la nouvelle pièce d'identité. Une action civique, toujours. La commission électorale indépendante est toujours en campagne pour la sensibilisation et l'éducation civique électorale. L'objectif, c'est de présenter l'élection comme un facteur de paix sociale et non comme une source de conflit. La caravane sillonne tout le pays. Suivons le récit de Eve Boué sur le passage dans la ville de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les populations de la région du Tonkpi ont répondu favorablement à l'invitation de la Commission électorale indépendante CEI pour participer à la campagne sur l'éducation civique électorale. Les deux conférenciers du jour, Kwame Adjoumani Pierre et Adja Owo-Serge Alain, ont entretenu l'assistance sur le thème de l'élection, instrument de renforcement de la paix sociale. Il s'agit pour la CEI de permettre aux populations de bien comprendre les règles du jeu électoral et de se les approprier. La démarche, une première du genre, est appréciée. Pour le commun des mortels, lorsqu'on parle de CEI, il va déjà parler des élections. Mais la CEI est venue nous dire ce matin à travers cette conférence qu'elle aussi, elle peut contribuer à l'instauration et au renforcement de la paix sociale. On a besoin de toutes les informations relatives aux élections pour éviter la confusion dans l'esprit des populations. Et nous, chefs, en tant que garants des us et coutumes, nous allons donc multiplier l'information que vous devez recevoir auprès de nos populations respectives. Il est important que la structure comme la CEI, qui n'est pas souvent ouverte, vienne vers les populations, pour que les populations comprennent ce qu'on fait à la CEI et comment la CEI peut contribuer à la paix sociale. La question qui concerne un peu les personnes en situation de handicap, nous l'avons évoqué, nous l'avons demandé et nous avons été satisfaits et nous prenons acte. Les décisions qui sont en train d'être préparées vont permettre à nos amis qui sont en situation de handicap visuel de pouvoir voter tranquillement sans que leur choix ne soit influencé par quiconque que ce soit. Pour la CEI, l'exercice en valait la peine. Nous pensons que la population a compris le message et d'ailleurs, au terme de cette séance, beaucoup nous ont rapproché pour dire qu'il faut multiplier cela et surtout à l'approche des élections, il faut que nous soyons auprès d'eux pour que le message puisse passer. Cette campagne de sensibilisation se déroule sur toute l'étendue du territoire national, à Abidjan et dans 9 régions du pays. Débutée le 23 novembre, elle prendra fin le 3 décembre.
Un mot sur le développement routier dans nos régions, précisément le Gbeke, le Hambol et le Tchologo. Un peu plus de 310 km de routes sont en train d'être bitumées dans ces régions-là. Un investissement de 250 milliards de francs CFA dont nous parle Kader Sogodogo. Bouaké, cette route qui rallie la Sikoji à Ouyansou au quartier zone au Diezoukwamekro porte sa nouvelle robe. Elle est désormais bitumée. Au quartier Air France 3, c'est pareil. Une nouvelle voie bitumée est en cours de finition. Pour Bouaké, ce sont au total 40 km de bitume dont la ville bénéficie dans le cadre du développement de son réseau routier. Des voies dans la ville sont en cours de réhabilitation ou déjà réhabilitées. Cela représente un investissement de 24 milliards de francs CFA. L'axe Bouaké-Satama-Sokoro, Satama-Sokura, 81 km. Le président de la République, Alassane Ouattara, en visite d'État dans le Hambol à la fin 2019, l'avait promis. Les travaux ont démarré. Ce n'est pas tout pour le Hambol. Les axes Boniré-Dougou-Niamene, 12 km, et Dabakala-Kong, 108 km, reçoivent du bitume neuf. Tout comme Ngolo-Dougou-Kong, 66 km. Les travaux ont démarré. Le Gbeke, le Hambol et le Tchologo se rapprochent davantage. Aujourd'hui, nous sommes à 40 km de voirie réhabilitée à Bouaké pour un montant de 30 milliards. L'entreprise a démarré ses travaux en janvier 2021. Donc, on s'est devait de venir voir un peu l'état d'avancement. Il y a un projet de bitume de la route d'Abakala pour aller à Kong qui fait 106 km. C'est bien installé. Elle s'apprête à démarrer les travaux. D'ici, nous allons partir voir les travaux qui sont en cours entre Bonniéré et Néméré, 12 km, pour un montant de 8 milliards. Et on va continuer à Badika, Ngolo, Dougou. Les populations, véritables bénéficiaires des travaux, ne cachent pas leur enthousiasme. Pour moi, personnellement, en dehors de la joie, je pense que les populations, quand vous allez faire un tour sur les trottoirs, les populations pourront vous en dire mieux. On sent que vraiment le développement est arrivé à Dabakala. Quand les deux voies seront vraiment ouvertes, la facilité d'atteindre Bouaké et autres, vraiment, ce sera un grand bonheur. 310 km de route bitumée nouvellement ou réhabilitée. Un investissement d'environ 250 milliards de francs CFA. Une bonne et belle route favorise le développement économique. Et les voies aériennes s'ouvriront certainement bientôt à Bouaké. Le processus de certification de l'aéroport de Bouaké est en cours. Le programme d'excellence aéroportuaire APEX est lancé dans cet aéroport. Il vise à relever toutes les insuffisances sécuritaires en vue d'une réponse efficace pour aboutir à la certification de cet aéroport qui pourrait ainsi accueillir prochainement des vols internationaux. Le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration évalue en ce moment un avant-projet de décret régime de formation professionnelle des fonctionnaires et agents de l'État. Le texte qui date de 1995 devrait être adapté aux besoins actuels des fonctionnaires. Passons à présent au dossier économie de ce mardi. Il porte sur l'introduction de la culture de l'EVA dans la région du Gontougo, la région de l'Anacarde. 8000 planteurs d'EVA y sont déjà répertoriés pour une superficie exploitée de plus de 4200 hectares. Toute l'histoire et les perspectives qu'offre cette spéculation dans le Gontougo sont révélées dans cet élément de Noël Niagno. Kwamekra, Kobena Kuma, deux figures de l'éviaculture dans la région du Gontougo, avec chacun une histoire. Après l'école, moi j'ai fait un peu un retour au village. C'est quand je suis arrivé, un certain monsieur Thomas, qui faisait la promotion des VA dans notre région. Il en a parlé, bon, j'ai pris goût. Et j'ai fait, je crois, 1,5 hectare. Tout ce que vous voyez, c'était une grande pépinière, quelque chose de 21 hectares de JBG que nous avons transformé en plantation. De 2007 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, toute cette plantation que vous voyez, ça a été une plantation de JBG. Parmi les précurseurs de cette spéculation,
dans la région, l'honorable Kobenata Thomas. J'étais député dans les années 96. Et la première préoccupation que j'ai compris chez mes parents, c'était que le cacao qui était la culture des rentes chez nous avait disparu à cause des grands feux de brousse que nous avons connus en 84. Et donc il fallait trouver un produit de substitution qui puisse répondre. Avec les études pédologiques qu'on avait sous la main, je pouvais comprendre que l'EVA était un très bon produit qui pouvait être le produit de substitution. Sur quoi repose cette conviction? L'EVA, c'est une culture qui permet de reforester. Contrairement au cacao, c'est une plante qui pivote. Il peut aller jusqu'à 2 mètres à 2,50 mètres dans le sol, ce qui fait qu'il résiste à toutes les sécheresses qu'il y a. Zone de prédilection de l'anacarde, le Gontougo est devenu une zone d'extension de l'EVA. Dans cette zone du Gontougo, vous avez près de 75 000 hectares de forêts dégradées. Et donc l'EVA est opportunément une occasion donc, de faire du reboisement dans la zone et en même temps servir nos parents du Gontougo. Plus de 3 décennies après, ils sont plus de 8000 planteurs dans la région avec des productions qui couvrent 10 mois sur 12 et les rendements sont significatifs. Et lorsque nous faisons les comparaisons, nous nous rendons compte que le rendement que nous avons au niveau de notre région est identique à ce qu'on a au niveau des régions forestières. À partir d'avril, on commence à la saigner jusqu'à dans le mois de janvier. À partir du 15 janvier, on arrête la saignée. C'est près de 700 tonnes qui sont produites chaque mois. Nos chiffres, on estime autour de 8 000 à 9 000 hectares de plantations dans cette zone. Autre acquis notable, les paysans producteurs ont compris l'association avec d'autres spéculations. D'autres ont dit que ça ne pouvait pas se marier. Mais quand j'ai fait la première expérience, ça a pris. Parce qu'un jour, je me rappelais très bien quand j'étais dans mon champ, dans le nouveau champ d'Ignam, après le piquetage, je plantais. Un passant qui passait par là m'a interpellé. Alors il a fait des vifs reproches qu'il ne s'agissait pas de faire un champ de VA en contemplant l'Ignam en même temps et puis les choses. Il fallait faire le champ libre. Je lui ai dit, monsieur, je vais expérimenter quelque chose. Je l'ai fait, 2 ans après, ça a pris forme. C'est riche de ces connaissances qu'ils sont venus participer au clou des journées de l'administration agricole délocalisée aux couleurs de leur fêtière. Nous sommes très satisfaits et on souhaiterait que tout le monde plante l'EVA et que d'ici quelques années, le couvert végétal reprenne correctement. Seulement voilà, le lait du diable se commercialise difficilement. Il y a 4000 plantations ici. Il y a encore du travail, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas suffisamment de ponts bascules, il n'y a pas d'usine. Dans l'avenir, il faudra travailler sur le sujet du Gontougo, pour savoir comment faire pour aider les planteurs à commercialiser leur caoutchouc. Pour l'instant, ils sont livrés à eux-mêmes, c'est difficile. Expression de la diversification agricole, donc diversification des revenus des producteurs, l'équation de la commercialisation est au cœur de l'action gouvernementale, surtout que l'introduction de l'EVA dans la région est source de création d'emplois pour les jeunes. Ce qui est intéressant dans l'EVA-culture, même si vous n'avez pas de terre et que vous ne voulez pas vraiment vous adonner à la culture d'EVA, vous pouvez être un seigneur. Un seigneur à entre 100 et 150 000 francs par mois. Et nous en avons besoin. Il encadre à peu près 3 hectares, c'est-à-dire 1600 pieds à peu près. Et ça donne bien à manger, ça donne bien à vivre. Nous avons instruit le conseil EVA Palmier à Huile de faire en sorte qu'il y ait une usine qui s'installe dans la localité. Et cela va permettre que tous les producteurs vont aller vers ces usines-là. Et je crois que ça sera salutaire pour nos parents. Tout cela participe de la politique de diversification agricole. Au-delà de l'anacarde, nous avons aussi l'EVA-culture que nous avons initiée dans la région et qui produit bien. Premier producteur africain d'EVA depuis plus de 2 décennies avec 950 000 tonnes en 2020 et 4e au plan mondial, ces nouvelles opportunités de plantation vont conforter le leadership de la Côte d'Ivoire. Voilà le Gontougo, zone de grande culture. Passons à présent au point Covid de ce 30 novembre 2021.
12 nouveaux cas de Covid-19 et 18 nouvelles guérisons et 0 cas de décès ont été enregistrés ce jour. La Côte d'Ivoire compte ainsi 61 724 cas confirmés, dont 60 739 personnes guéries, 704 décès en tout dans le pays. Il reste encore 281 cas actifs. Et sachez qu'à cette date, au moins près de 4 487 409 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées aux individus en Côte d'Ivoire. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a demandé aux États membres une réponse rationnelle et proportionnelle face à Omicron, le nouveau variant de la Covid-19. Il a appelé au calme face à ce nouveau variant qui sème la panique depuis quelques jours. Le chef de l'OMS a souligné également que l'organisation prend cette évolution très au sérieux et a appelé les États membres à en faire de même conformément au règlement sanitaire international. À Bouna, en Côte d'Ivoire, après des troubles, Sansan Kambilé, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a rendu une visite aux populations de cette région. Une visite pour appeler à l'apaisement après que cette région ait connu des affrontements intercommunautaires. Nous en parlons avec Herman Yamia. En mars 2016, un conflit entre éleveurs et agriculteurs à Bouna s'est mué en conflit communautaire, faisant de nombreux morts et des blessés, ainsi que de nombreux dégâts matériels. Après des médiations, les différentes communautés avaient pris l'engagement d'enterrer la hache de guerre. Et voilà que depuis la semaine dernière, les vieux démons de la division ont refait surface. Une affaire de braquage qui a fait un mort s'est encore transformée en conflit communautaire entre Lobby et Peul, faisant encore des morts, des blessés et de nombreux dégâts matériels. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, lui-même fils de la région de Bunkani, informé, est venu s'imprégner de la situation et aussi pour appeler les populations à la retenue et à l'apaisement. Il y a eu 2016 où il y a eu de nombreux morts. On ne veut plus que cela se répète à Bouna. Et c'est ce message-là que je suis venu délivrer donc aux populations, demander à la communauté Lobby de ne pas se rendre justice en cas de dommage et demander à la communauté Peul de vraiment s'approcher des autres communautés avec qui elle est amenée à vivre et surtout d'éviter qu'on en arrive à la situation qu'on a commencé à connaître. Les communautés Lobby et Peul qu'il a rencontrées séparément ont encore pris l'engagement de mettre fin au conflit. Monsieur le ministre, croyez-nous, nous sommes et demeurons une communauté éprise de paix et très sociable, engagée pour la cohésion et le vivre ensemble. Nous continuons notre campagne vis-à-vis des nôtres et sommes prêts à participer à toute activité commune pour la paix et la cohésion sociale. Nous, on remercie quelqu'un qui a déplacé Abidjan à cause de nous. On les remercie beaucoup. Et on n'a qu'à trouver une solution ensemble. Comment on fait pour vivre ensemble? Nous avons la justice qui est là, qui fait son travail. Et nous avons les chefs communautaires qui peuvent aussi intervenir pour le règlement des conflits de façon traditionnelle. Nous, les élus, nous sommes là pour faciliter un peu toutes ces activités-là. Que les populations n'hésitent donc pas à nous contacter pour nous permettre de jouer notre rôle. À l'issue des différentes rencontres, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a instruit les autorités administratives et politiques de Bouna à poursuivre les échanges avec les différentes communautés pour éviter d'autres affrontements. À son arrivée à Bouna, Sansan Kambilé s'est d'abord rendu chez le roi du Bunkani, Sa Majesté Niguel Bliman, afin de lui présenter sa civilité. Et nous proposons à présent ces images de cet hommage à Cabran Apia, décédé le 27 septembre dernier. Ce ex-ministre et homme politique et enseignant de droit a été inhumé hier à Niablé, samedi dernier, à Niablé, sa terre d'origine. Avant cette phase, il a eu droit à un hommage des plus mérités de la part de sa famille, de ses amis, de ses compagnons politiques et également de ses pairs du barreau d'Abidjan. Mahama Traoré revient sur ce grand hommage. Cabran Apia s'est éteint. C'était le 27 septembre dernier. Dans la douleur et le recueillement, amis, connaissances, compagnons et adversaires politiques sont venus honorer sa mémoire.
Successivement ministre des Transports et du Tourisme dans les années 2000, l'homme part en laissant à sa famille et à ses enfants un héritage de valeurs. Très franc et travailleur, chaque moment passé auprès de toi était toujours une occasion d'apprendre. Tu as en effet inculqué à chacun d'entre nous la patience, l'abnégation, le pardon, l'esprit critique, le sens de l'écoute, du partage et du travail bien fait, et tellement de choses encore. Sur l'œuvre de l'homme, les témoignages ne manquent pas. Tous ceux qui ont connu ou côtoyé Cabran Apia lui reconnaissent de multiples qualités, singulièrement son éloquence qui ne laissait personne indifférent. Nous, de la génération Campus Info, nous sommes particulièrement marqués par son absence dans le forum. Il s'est battu, selon lui, pour ne pas que la politique revienne aux incultes. Il avait donc ce devoir de vérité envers lui. Cabran Apia, il faut retenir que c'est un homme de paix, c'est un homme consensuel, c'est un homme historique, c'est un homme plein de vie. Et c'est l'intelligence par excellence de sa génération. Avant de prendre la route de Niablé, la dépouille de Cabran Apia a marqué une escale au tribunal de première instance d'Abidjan pour un piquet d'honneur. Le barreau de Côte d'Ivoire, dont il est membre depuis le 19 octobre 2009, tenait ainsi à rendre un ultime hommage mérité à un éminent avocat. Assisté à cette cérémonie, le représentant du chef de l'État. Cabran Apia fait partie de ceux qui ont accepté de rentrer de leur exil et de contribuer à faciliter le retour de beaucoup de ses opposants là, qui étaient à l'exil à rentrer en Côte d'Ivoire. Cabran Apia a contribué à booster le dialogue politique. C'est la raison pour laquelle le président de la République m'a instruit à l'effet de venir participer à titre personnel, mais au nom de l'État de Côte d'Ivoire, aux obsèques qui sont rendues à Cabran Apia, qui fut un grand homme, qui fut un grand patriote. C'était un confrère qui n'acceptait rien pour dit. J'ai eu à le rencontrer dans un dossier qui est encore pendant d'ailleurs. Et c'était un avocat que j'avais plaisir, en tout cas, à avoir en face. Il a apporté ce qu'il a pu à la Côte d'Ivoire à tous les niveaux, en qualité d'enseignant, en qualité de débatteur politique, mais surtout en qualité d'avocat. Je retiens de l'homme un grand confrère, un excellent confrère. C'est une perte pour le barreau. Cabran Apia, l'intellectuel, l'enseignant de droit, l'avocat et l'homme politique étaient aussi très attachés aux us et coutumes, d'où la part importante accordée à la tradition lors de ses obsèques. Voilà un hommage mérité pour un homme d'honneur. À Dakar se tient le forum Chine-Afrique depuis dimanche. Une part importante des échanges de ce forum est consacrée aux relations économiques entre la Chine et le continent africain. Pékin reste notamment le premier partenaire commercial de ce continent. Mais cette relation est déséquilibrée et aujourd'hui, les chefs d'État africains souhaitent changer la donne. Des requêtes que le président chinois Xi Jinping dit avoir entendues. La Chine élargira les catégories de produits bénéficiant de l'exemption des droits de douane en faveur des pays les moins avancés pour porter le volume total des importations chinoises en provenance de l'Afrique à 300 milliards de dollars américains dans les 3 ans à venir. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.